Et les partis qui contestent cette circulaire que vous lisez sur les journaux, sachez que, en fait, ce ne sont pas eux. Ils ont été dégoûtés, ces personnes-là. Pour l'instant, il y a une association qui est issue d'une secte religieuse brésilienne, voilà, qui s'appelle Avenir de la Culture, et personne d'autre. Enfin, pas d'association. Et donc, on attend qu'il y ait une date pour l'audience. Aujourd'hui, il n'y a pas de date. Donc, comment ça marche? Ça veut dire qu'on pour obtenir des droits pour les enfants, on va faire jouer l'acte civil étranger, on va chercher à le faire reconnaître. Mais on est dans un climat, dès que vous prononcez le mot GPA, il y a des personnes qui pensent qu'on ne peut pas appliquer le droit. On est aussi dans un contexte de défiance, et donc on va être soumis à l'arbitraire. Il va falloir souvent s'y reprendre plusieurs fois. Donc je ne vais pas le détailler, je vais vous montrer plutôt un schéma qui résume tout. C'est-à-dire, quand on démarre, on a un jugement parenté, donc dans le RARCA, c'est une déclaration qui va créer un acte d'état civil étranger. Donc le chemin normal, ce serait d'obtenir une transcription dans le registre français, mais ça c'est impossible, c'est interdit, c'est refusé. Donc on va utiliser l'autre chose, alors je ne sais pas si vous voyez le curseur, donc je fais non. Vous voyez la flèche horizontale jaune, la force pour vendre des actes étrangers, donc c'est ça qu'on va utiliser. Au lieu de passer par le registre central et le livret de famille. Donc on n'a pas le livret de famille, c'est cet acte, et donc ça c'est valable pour toute la démarche, que ce soit pour une carte nationale d'identité ou un passeport, c'est à peu près la même chose, pour l'inscription à la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, pour toutes les prestations, le certificat de nationalité française, mais c'est aussi valable pour les congés maternité, l'école, la cantine, le droit de vote, le divorce. On n'a pas encore le cas de divorce, il y a des couples qui sont séparés mais qui n'étaient pas mariés. La retraite et l'héritage. Et l'héritage, on en a fait la dernière expérience puisqu'il y a eu 2 décès dans l'association. Et ça pose problème. À retenir, donc, il n'y a pas d'expérience qui puisse se dupliquer. On a des cas où ça se passe très très bien, pour d'autres cas ça se passe mal. Ça dépend vraiment de votre interlocuteur. Donc, il y a des choses comme les cartes nationales d'identité ou les passeports. Avant, on était dans une majorité où ça passait du premier coup. Et là, on voit quand même qu'il y a du résistement et que ça se passe moins bien. C'est pareil aussi pour les certificats de nationalité française. Donc, dans le document, je ne vais pas le détailler, mais pour chaque cas, donc, on a fait la liste de toutes les problématiques. Il y en a un quand même qu'il faut aborder, c'est le passeport. Il faut rappeler que c'est vraiment important d'avoir un passeport étranger, étant donné la difficulté et le temps que l'on met à avoir un passeport français, on ne peut pas aller dans un pays qui ne décerne pas un passeport. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont restés coincés des mois et des mois, voire plus d'une année dans le pays. C'est une erreur fondamentale de ne pas avoir prévu ça. C'est pas du tout la même situation si vous avez un passeport étranger ou pas. Donc l'avantage des USA et du Canada, c'est de respecter ce droit du sol sans restriction. Sans détailler les choses qui sont les plus problématiques, ce sont les inscriptions à la CAF. On a de plus en plus de problèmes parce qu'il faut faire démarrer les droits et les circulaires et les procédures administratives de la CAF ne sont pas du tout prévues pour nos cas. C'est un des points les plus bloquants. Ceux-là ne sont pas trop bloquants, l'école, les impôts. La carte d'identité, comme je vous l'ai dit, ça devient de plus en plus problème. Donc souvent, il faut changer d'interlocuteur, il ne faut pas hésiter. Donc des fois, des couples mettent des années parce qu'ils vont épuiser tous les recours auprès de leur mairie. Donc alors ils vont faire la tentative dans une autre mairie de leur famille jusqu'à temps qu'ils y arrivent. Donc en s'accrochant beaucoup, on peut y arriver. Voilà, et de plus en plus de problèmes. L'héritage, pour l'instant, ça se passe mal. Là, c'est mon truc de vous dire, ne désespère pas.
La retraite de la mère aussi, puisque les congés maternité où les enfants sont inclus dans le calcul de la retraite. Bon, mais on peut quand même terminer sur un aspect psychologique. Donc il y a un impact sur la psychologie des enfants, parce qu'à force de répéter tout le temps que ces enfants n'existent pas ou qu'ils n'ont pas de parents ou que les parents ne sont pas reconnus, ça peut taper sur le système des enfants. Ça peut poser aussi des problèmes de ne pas avoir ces papiers, parce que les enfants se sentent discriminés ou se sentent différents pour des choses bêtes. On en a fait l'expérience récemment. Il y a eu une réforme de la TVA qui s'est traduite par un tarif moins cher pour les enfants au cinéma, un tarif à 4 €. Et pour en bénéficier, il faut une carte d'identité pour prouver son âge. Et donc, quand les ados vont avec leurs copains, copines, et s'ils n'ont pas de carte d'identité, ils ne sont pas comme les autres, ça pose problème. C'est très important. On n'y avait pas pensé, mais c'est très important d'avoir une carte d'identité pour justement être comme les autres. Mais ce qu'on peut retenir dans tout ça, ce sont des problèmes. Il y a un impact psychologique, mais en même temps, ces impacts psychologiques, si les parents sont forts, si la famille est soudée, et si les enfants perçoivent que justement ils sont désirés, ils sont dans une situation extrêmement meilleure que les enfants qui sont dans des familles où les parents sont désunis, où les enfants ne sont pas vraiment désirés ou ne s'en occupent pas. Et ce qu'on peut dire, ce qui sera intéressant, c'est d'entendre notre collègue tout à l'heure, notre collègue anglais, de parler de ces familles. Je pense que ce sont des familles qui sont plus solides que la moyenne et qui arrivent parfaitement à passer au-dessus de ces difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas négligeables. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que dans tout ça, on voit qu'on n'arrête pas de nous parler de l'intérêt de l'enfant, mais en fait, il n'est jamais pris en compte, peut-être par nos familles, en tout cas absolument pas dans les décisions de justice, absolument pas dans les discussions. Et que le système français de la prohibition, il repose que sur une chose, c'est s'en prendre aux enfants. Et ça ne va pas longtemps. Et donc, ce qui est proposé, c'est de reconnaître les enfants. Donc, je n'ai pas changé ma conclusion, j'aurais dû sans doute la changer, parce qu'il y a un travail immense qui était fait par le groupe de travail Thierry, qui est un thème qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, et dont la conclusion à l'unanimité, alors dedans il y avait des personnes qui étaient opposées à la GPA, la conclusion donc, de tous ces juristes, sociologues, psychologues et autres a été de dire qu'il fallait reconnaître le droit de ces enfants. Et cette conclusion-là, c'est la conclusion qui va prévaloir dans la rédaction de la Convention internationale de la Haye, dont on espère que la France sera signataire et ratificateur. Voilà, merci. Alors, je vais laisser quelques minutes des questions. Où est-ce qu'on fait les questions après? C'est toi qui garante de l'emploi du temps. Oui, donc ce que je suggère, parce que je sais que ça suscite beaucoup de questions, moi je suggère que pour surtout ces aspects juridiques, on garde les questions pour la table ronde, puisqu'il y aura Laurence Brunet qui est la juriste spécialiste du droit, et comme ça, elle, à la fois elle et toi, tu pourrais répondre à ces questions. Et gardez-les dans votre tête si vous avez des questions sur cette présentation. Je propose qu'on avance à la prochaine présentation. Comme ça, on gagne du temps pour justement faire des échanges. Ça reste clair, ça. Bon, d'accord. Bon, voilà. Donc, on va passer à la prochaine présentation qui, j'espère, va s'afficher. Et on garde les questions pour après. Ça vous va? Parce que si on commence maintenant dans les questions juridiques, à mon avis, on va empiéter sur tout le reste. Bon, moi, je voudrais qu'on continue avec les présentations. Voilà. Je vais un peu ça marcher. J'essaie de mettre. Ça déjà? Ok. Donc, je vais appeler Maurice et la prochaine présentation. Je
dirais, mais mon problème, c'est que... Tout à l'heure, ça a marché. Bon, on a juste un petit problème de synchronisation de l'ordinateur par rapport ça a marché tout à l'heure quand on a fait l'essai, donc sinon on va... Si vous continuez sur ces options, on vous aidera à... Attendez, avant de lancer la vidéo, que j'explique quand même ce que c'est. Le prochain intervenant, plutôt la prochaine intervenante, pour l'instant. La prochaine intervenante, c'est Lauriane Arnold, que je vais présenter, la directrice de la clinique de fertilité, qui s'appelle CACRM. Et donc, on lui a demandé de faire une présentation basée sur les avancées médicales et sur les techniques de procréation assistée. Les options de techniques de procréation. Comme elle parle pas français, elle a eu la bonne idée d'enregistrer une vidéo en français. Voilà. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on passe la vidéo qui dure 5-6 minutes et que c'est pareil qu'on voit s'il y a des questions après. Voilà. Alors, est-ce que maintenant ça peut marcher? Et que le son marche, espérons-le. Voilà, tout à l'heure on a fait l'essai, ça marchait, là je ne sais pas. Donc en fait, pendant que la vidéo fonctionne, l'idée c'est de vous montrer comment ça se passe. Parce que je sais que c'est une question que vous vous posez tous, enfin tous ceux qui se posent la question pour faire la démarche. Comment ça se passe, une fécondation in vitro, quelles sont les étapes médicales, quels sont les taux de succès. Je sais que c'est des questions que vous posez tous. Et donc, on a essayé, enfin Laurie a essayé par cette vidéo et par sa présence, en tout cas d'anticiper un bon nombre de questions que vous vous posez. Et si ça ne suffit pas, on répondra à vos questions après la vidéo qui, nous espérons, va démarrer. Sinon, on va voir. Non, mais je pense que ça va marcher. Sinon, si ça marche pas. Non, mais attends, moi je suis pas pour le. Comment dire? Dans ces cas-là, il faut essayer de gagner du temps. Et pour gagner du temps, puisque tu as deux ordinateurs, je suggère qu'on fasse la présentation suivante de Suzanne, qui est peut-être moins problématique. D'accord. Et puis, pendant ce temps, tu résous le problème de la vidéo. Hein? Si, non, mais attendez, vous avez entendu ce que j'ai dit? Non. Voilà. Je propose qu'on passe à la présentation suivante de Suzanne. Mais 5 minutes? Une? Bon, on va attendre 1 minute. Voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on va switcher sur la présentation suivante. Et après, on reviendra sur celle-là. Non, le script, c'est pas bon. Qui ont assisté sont conçus pour aider à créer le film. Vous entendez? Cette vidéo est destinée à montrer comment atteindre ce but. Le docteur Laurie Arnold est spécialisé dans la médecine reproductive depuis 1992 et possède une vaste expérience de travail avec des couples ou des personnes dans une situation similaire à la nôtre. Le CACRM, avec son centre chirurgical et son laboratoire d'embryologie à la pointe de la technologie, est situé à San Diego, sur la magnifique côte sud de la Californie. Que ce soit par le biais de la fécondation in vitro, du DPI ou de tiers tels que mère porteuse et donneuse d'ovocytes, vous renseigner sur ces options vous aidera à choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins. Au laboratoire de FIV du plus haut modernisme du CACRM,
nous offrons aux patients la technique de fécondation in vitro ICSI, c'est-à-dire injection de sperme intracytoplasmique, qui contribue à la fécondation de chaque ovule grâce à l'injection de spermatozoïdes individualisés. La technique de culture de blastocystes que nous offrons également est à la pointe de la technologie. Les études ont montré des taux de grossesse plus élevés lorsque l'embryon est transféré à ce stade et lorsqu'un diagnostic génétique préimplantatoire a été effectué. Le diagnostic génétique préimplantatoire est une technique utilisée pour tester les embryons de façon à détecter des troubles génétiques spécifiques avant de leur transfert dans l'utérus de la future mère ou celui de la mère porteuse. Pour effectuer un DPI, un couple participe à la fécondation in vitro afin d'obtenir des ovules qui sont fécondés en utilisant la méthode ICSI, puis cultivés dans le laboratoire de FIV pendant 5 à 6 jours, jour où l'embryon est arrivé au stade de développement optimal de blastocyste. Puis, grâce à un microscope spécialisé, un embryologue hautement qualifié extrait de la couche externe de l'embryon des cellules appelées cellules trophectodermes. Quelques cellules seulement étant extraites, aucun dommage ne sera causé à l'embryon. Ces cellules sont ensuite analysées et les résultats de chaque cellule sont utilisés par l'embryologue pour déterminer quels embryons sont atteints d'une maladie génétique ou ont un nombre anormal de chromosomes. Le laboratoire du Dr Arnold peut également réaliser un dépistage génétique préimplantatoire, une PGS, qui est le dépistage des chromosomes anormaux ou aneuploïdies. Grâce aux nouvelles technologies de dépistage, les 24 chromosomes peuvent être évalués. Le dépistage de l'aneuploïdie semble être plus bénéfique pour certaines femmes, notamment les femmes fertiles d'un âge plus avancé ou faisant des fausses couches répétées. L'une des raisons les plus courantes pour effectuer les PGS est de réduire le risque d'avoir un enfant atteint d'une anomalie chromosomique, comme le syndrome de Down ou trisomie 21. Le PGS peut aussi être utilisé pour le dépistage du sexe. Le laboratoire du Dr Arnold peut déterminer si l'embryon est un embryon mâle, chromosome XY, ou si l'embryon est un embryon femelle, 2 chromosomes XX. Cela peut être utile pour les maladies liées au chromosome X, ou même pour établir un équilibre familial. En outre, les tests génétiques déterminent si l'embryon pourrait être affecté par une anomalie chromosomique ou l'aneuploïdie, qui est la cause la plus fréquente de fausses couches chez les humains. Par exemple, 3 chromosomes 16 ou 3 chromosomes 22 sont les anomalies les plus fréquemment diagnostiquées dans les fausses couches. Ce dépistage de chromosomes anormaux peut donc potentiellement réduire le risque de fausses couches. Ce dépistage est un outil pour les patientes de tout âge, y compris les donneuses d'ovules. Dans le cas où il est établi que vous avez besoin d'une donneuse d'ovocytes pour avoir votre bébé, la donneuse est choisie soit par l'intermédiaire d'une agence, soit par l'intermédiaire de la clinique. Une fois votre donneuse sélectionnée, elle devra passer une évaluation médicale approfondie afin de déterminer si elle est une bonne candidate pour un futur donneuse. L'évaluation consiste en des analyses de sang permettant de vérifier les tests hormonaux, de procéder à des tests génétiques et une échographie qui permettra de vérifier les ovaires de la donneuse. Votre donneuse d'ovocytes prendra alors des médicaments destinés à stimuler ses ovaires afin de produire plus d'un ovule. Au moment optimal, le Dr Arnold procédera au retrait des ovules qui seront ensuite fécondés en laboratoire avec le sperme fourni soit par le père d'intention, soit par un donneur de sperme. Au CRCRM, le Dr Arnold et son personnel travaillent également avec les mères porteuses. La gestation pour autrui est le processus durant lequel une femme porte et accouche d'un bébé pour un autre couple ou une autre personne. Il s'agit d'une femme qui n'est pas biologiquement liée à l'enfant. Dans un premier temps,
La mère porteuse subit une évaluation psychologique et médicale pour vérifier qu'elle est psychologiquement stable et en bonne santé pour pouvoir porter votre bébé. L'évaluation médicale consiste en des tests de vérification hormonale, des vaccinations contre les maladies infectieuses et une analyse d'urine pouvant déceler l'usage de drogue et d'alcool. La mère porteuse subit également une évaluation détaillée comprenant une échographie pelvienne pour vérifier l'état de ses ovaires et de son utérus et une hystéroscopie nous permettant d'évaluer sa cavité utérine et d'examiner l'emplacement exact où les embryons seront transférés. Le plus grand désir du Dr Arnold est clairement d'apporter son aide à la création de familles dont ses patients ont toujours rêvé. Grâce à l'expertise et au savoir-faire du CACRM, avoir un enfant est maintenant pour vous une possibilité. Grâce à son expérience médicale, à la compétence de son laboratoire et aux soins personnalisés donnés à chaque patient, ces taux de succès de FIV sont supérieurs à la moyenne nationale. C'est grâce à leur dévouement que le docteur et son personnel sont en mesure de créer des familles et d'aider des familles dans des situations similaires à la vôtre. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de l'équipe du CACRM afin d'étudier ensemble les possibilités à mettre en œuvre pour créer votre famille. www.cacrm.com. Les options de techniques de procréation assistée sont conçues pour aider à créer une famille. Cette vidéo est destinée à vous montrer comment atteindre ce but. Le docteur Laurie Arnold est spécialisé dans la médecine reproductive depuis. Bon, merci. Alors voilà, on a réussi à l'arrêter. Bon, on va peut-être quand même commencer à prendre quelques questions. On a une dizaine de minutes pour les questions. Voilà. Alors, s'il y en a une dans le fond. C'est quoi le pourcentage de réussite si on parle d'un pourcentage supérieur à la moyenne nationale, mais on ne sait pas de combien c'est quoi. C'est 20, c'est 10, c'est 30, c'est 50, c'est quoi? Question for you. What is the percentage of success? In the video, it's told that it's more than the average. So how much is it? A brief answer. She answered directly. I'll tell her in English. You can tell it. Most people understand English. And say it And again. then see. Not small, short. Excusez-moi, je ne peux pas parler très bien en français. Je dois parler anglais. Il y a un qui peut parler très bien en français, s'il vous plaît. The success rate depends on the age of the egg. So, for example, if you use a donor egg, we have success rates around 70-80% per transfer. If you use your own egg, for example, it depends on the age of the woman. If her age is less than 35 years old, she's going to do better than somebody who is 40 or 45 years old, for example. Anne, vous voulez répondre? Enfin, moi, je peux le dire. Hein. Je vais commencer. Ça dépend de l'âge des homosexuels. C'est une connexion 56 ça dépend aussi de l'âge de la donneuse. So the success rate depends on the age. Donc le taux de succès dépend de l'âge des ovules en fait. And for example, the 72% per. Donc quand on a des ovocytes, c'est entre 70 et 80%. Par la suite du micro. Entre 70 et 80% par essai. Of course, if the age of the egg is older, for example, 75 or in their 40s, is different. Donc si quelqu'un a entre 35 et 40 ans, il y aura une différence dans le taux de succès puisque les ovules sont plus âgés. But with genetic studies now on the age of 40, 41, 42, having very high success rates in 60%. En fait, maintenant, avec les tests
génétique de préimplantation, même les femmes qui ont entre 35, 40, etc., ont des taux de succès plus élevés. Entre 60 et 70. Because many understand English also, so they have the answer twice, in English and in French. So, you can speak in the middle too. Are there any other questions? No, I ask c'est bon, voilà la réponse. Je pense qu'elle est claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions techniques sur la technique qui vous a été présentée? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le taux de succès? Vous avez bien compris que c'est par cycle. Donc, le taux qui vous a été donné dans les meilleures conditions qui ont été présentées sont des taux effectivement plus élevés que la moyenne. Donc, si vous avez d'autres questions sur ces techniques médicales, moi j'en ai, sinon. Quelqu'un là. J'ai une question, alors peut-être un peu trop dans le détail, c'est au niveau de pour le don d'ovocytes. Est-ce que pour nous qui sommes français, ça prend un certain temps, il faut être présent aux États-Unis durant une certaine période pour effectuer ce transfert après avec Oui, c'est très clair. La question est très claire. Ok, donc vous pouvez répondre. Ah non, alors. Parlez-nous. So, when you utilize a donor A to have so you only need to be there to give if you're going to use your own sperm to fertilize the egg, just to be there for the IVF process. Quand vous utilisez une donneuse de ovocytes, vous avez seulement besoin de venir pour faire votre transfert pour ensuite, au moment du retrait de l'ovocyte, féconder l'ovule et ensuite créer les ovules. Ça, si vous utilisez une donneuse de ovocytes, ce sera simplement venir pour le don de sperme. The transfer takes 6 days. Et le transfert se fait 6 jours plus tard, quand l'embryon est prêt à être implanté. Most of our couples that come from France come for a week. La plupart des couples qui viennent de France viennent à peu près une semaine à 10 jours. Voilà, ça répond à votre question. Je prends deux autres questions et après on passe à la question suivante. Alors, je crois que c'est vous là-bas qui avez levé la main en premier. Ça, c'est une question technique. Comment on coordonne les deux cycles de la gestatrice? J'ai vu que dans la vidéo, vous avez été mère porteuse, je vous demanderai d'utiliser le terme français. Je fais la minute pédagogique. Gestatrice. Le terme français. Mère porteuse, c'est pas ça. Donc c'est tout. Donc comment on coordonne les deux cycles? The cycles are very easy to coordinate. We've been coordinating now for over 20 years. And we do this with medications so that the eggs, when the eggs are fertilized, 5 days later, the uterus is ready to receive the embryos. It's very well documented and it's very successful for the last 20, 30 years. Donc, dans le sens où on régule les cycles, dans le sens où on donne des médicaments à la donneuse, à la mère porteuse, et l'utérus de la mère porteuse est prêt. La gestatrice. Le second mère porteuse est interdit ici. D'accord. La gestatrice, et donc son utérus sera prêt 6 jours après la formation des embryons, c'est-à-dire quand les embryons seront prêts à être implantés. Et donc ça fait 20 ans que le docteur a noté cette procédure et tout est fait en même temps. Il y avait une autre question devant. Touche exactement la même question. Ah bon Non, pas la même. Sur le timing, bon, justement sur la GPA, combien de temps on va s'investir aux États-Unis? Est-ce qu'il faut aller vivre là-bas? Bon, alors là,
Je pense que je vais vous répondre un premier élément de réponse, d'accord? Parce que ce premier élément de réponse que je vais vous donner, il est tiré de notre expérience de la moyenne des adhérents depuis pas mal d'années que nous suivons les personnes, les couples, en moyenne, entre le moment où ils ont vraiment pris leur décision et ils se jettent dans le bain, comme on dit, et le moment où ils reviennent avec leur bébé, il se passe entre 18 mois à 2 ans. Voilà. Maintenant, je laisse le docteur répondre à la deuxième partie de la question. So if the woman is giving her eggs and our stimulation can start in France and she comes to the United States for the aspiration of the eggs and to do the IVF, and then she can go home within a week or 10 days after the transfer. Quand une femme fait son ovocyte, ses propres ovocytes, elle commence son traitement en France, ensuite venir aux États-Unis, en une semaine et repartir en France à ce moment-là, une fois que la procédure a été faite. Donc ensuite, si le transfert se fait à ce moment-là, il y aura une période de besoin. But it takes about 18 days to make an embryo. Ça prend à peu près 18 jours pour faire un embryon. The same as it does in a natural cycle. Ce qui se fait dans le cycle naturel, ça prend à peu près 18 jours. And then it takes about 9 months to deliver. Bien sûr, 9 mois pour faire un bébé avant le. Bon, écoutez, moi je sais que toutes ces questions sont très intéressantes. Je vous invite à continuer, puisque le temps passe. Et ça ne fiche pas la prochaine présentation. Si vous avez des questions, je suppose que vous avez des milliards de questions, mais si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez demander au docteur qui est dans la salle, en évitant de ne pas parler pendant la conférence, pour que vous vous débrouillez après. Ça ne fiche pas la prochaine. J'aurais besoin de l'aide de... Ah, vous avez du... Décidément. Et puis, si j'ai bien compris, vous avez un site, il y a un site que vous pouvez aller voir. Ah, voilà. Donc maintenant, on va passer aux aspects psychologiques, sociologiques. Et je vais donc demander à Suzanne Imri, de venir présenter sa recherche. Suzanne Imri travaille avec Suzanne Goldenbroek, qui est la référence quasiment mondiale, on peut dire, dans le domaine, puisqu'elles suivent les enfants depuis leur naissance jusqu'à, ils ont aujourd'hui, je crois, 14 ans. Voilà, ils suivent leur évolution psychologique et également la relation que les familles ont avec les familles des gestatrices. Voilà. You have the floor. Bonjour. Voilà, comme vous voulez. Celui-là, je sais pas si ça marche. Vous pouvez m'entendre? Oui, merci. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être ici et d'avoir l'occasion de parler de nos recherches. Je vais essayer de faire la présentation en français, mais il y a longtemps que j'ai étudié la langue et donc je vais vraiment pardon si je fais des erreurs. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions, s'il vous plaît. Je m'appelle Suzanne Imri, je suis chercheuse au CFR. CFR est le Centre for Family Research à l'Université de Cambridge en Angleterre. Je travaille dans une équipe multidisciplinaire de chercheurs qui est dirigée par professeur Susan Goldenbroek. Elle est chercheuse spécialiste dans le domaine de famille créée grâce à l'assistance médicale à la procréation. Cette présentation va résumer quelques résultats de la recherche du CFR. Premièrement, je vais vous parler d'une étude longitudinale qui a examiné la santé psychologique des enfants et des parents et les relations parents-enfants dans les familles créées grâce au recours à la GPA. L'étude a été commencée il y a 14 ans et au CFR, il y
y a l'équipe de chercheurs qui travaille sur le site. Deuxièmement, je vais vous parler d'une étude qui a été faite au CFR il y a 2 ans. Cette étude a examiné les expériences et la santé psychologique des gestatrices et leurs familles. Comme vous savez déjà, on trouve une grande variation dans le droit entre les deux sujets du GPA. Je voudrais donc vous donner une brève description de GPA en Angleterre afin de replacer les études dans le contexte. En Angleterre, on trouve les 2 types de GPA, gestationnel et traditionnel, et je ne suis pas sûre s'il y a une traduction directe entre le mot français et le mot anglais, mais quand je parle de GPA traditionnel, je veux dire une gestatrice qui a utilisé son propre ovocyte, et quand je parle de GPA gestationnel, je veux dire une gestatrice qui devient enceinte en utilisant l'ornement des parents intentionnels. Alors, en français, le GPA traditionnel s'appelle la procréation autrui. En Angleterre, la GPA commerciale est interdite. Il n'y a pas d'agence commerciale comme aux États-Unis, par exemple. Au lieu de cela, on trouve quelques organisations bénévoles qui aident les parents intentionnels et les gestatrices à se rencontrer. La gestatrice ne peut pas être rétribuée, mais elle peut obtenir les remboursements raisonnables des frais engagés pour mener à bien son process. Par exemple, de racheter les vêtements de maternité ou de se rendre à la clinique pour le traitement. En ce qui concerne l'autorité parentale, quand l'enfant est né, c'est la gestatrice qui a l'autorité parentale dans les arrangements traditionnels et gestationnels. L'autorité parentale est transférée aux parents intentionnels par un procès judiciaire dans lequel les parents intentionnels font une demande de parental order. Et cela est un peu l'équivalent de la reconnaissance en parenté. La première étude de laquelle je vais vous parler examine les enfants créés grâce au recours à GPA et le parent. La recherche a commencé en 2000 et suit des familles de 14 ans. En 2000, 42 familles avec le bébé qui est né grâce au recours à GPA ont été recrutées. À peu près un tiers des familles dans l'étude ont utilisé la GPA gestationnelle et les 2 tiers des familles ont utilisé la GPA traditionnelle. Afin d'examiner le fonctionnement familial des familles, l'étude a fait une comparaison avec 51 familles qui ont conçu leur enfant par un nouveau site et avec 80 familles qui ont conçu leur enfant sans arrivée d'une conception naturelle. Et vous pouvez voir dans le tableau le nombre de familles qui ont participé dans chaque étape de la recherche. Les familles ont été visitées chez eux quand les enfants avaient 1, 2, 3, 7 et 10 ans. À chaque étape de la recherche, les chercheurs ont visité les familles chez eux et la récolte des données a été réalisée en utilisant les entretiens détaillés avec la mère et le père. Et à chaque étape de la recherche, les mères et les pères ont rempli des questionnaires évaluant leur santé psychologique. Les résultats approuvés les 3e étape de recherche, où les enfants avaient 1 et 3 ans, ont montré qu'en général, les familles créées grâce au recours à GPA étaient semblables aux familles créées par l'ovocyte et aux familles spontanées. Le fonctionnement familial est bon dans tous les types de familles, et quand il y a des différences entre les types de familles, les différences ont indiqué que les familles créées grâce au recours à GPA ont montré des meilleurs résultats que les familles sont ALP en ce qui concerne la relation parent-enfant et la capacité parentale. La recherche a examiné aussi les changements pendant une période de 10 ans pour les familles créées grâce au recours à GPA en comparaison avec les familles créées grâce à d'autres types d'ALP, spécifiquement le don d'ovocytes et le don de sperme et les familles créées sans ALP. Nous avons utilisé un questionnaire qui s'appelle le Strengths and Difficulties Questionnaire. Ce questionnaire évalue les problèmes psychologiques dans les enfants. Ce questionnaire est largement utilisé et je suis assez sûre qu'il a été analysé en France aussi. Nous avons examiné aussi la qualité du lien parent-enfant en évaluant les variables, y compris la chaleur humaine, la qualité de l'interaction parent-enfant, la sensibilité, la satisfaction que les parents trouvent dans le rôle parental, etc. et la santé psychologique des parents, y compris
l'anxiété, la dépression et le fonctionnement conjugal. Les résultats de l'Institut qui évalue les problèmes psychologiques des enfants ont montré que tous les scores pour tous les types de familles ont été dans la limite de la normale. Quand les enfants avaient 7 ans, nous avons trouvé une petite augmentation dans les scores STQ que les enfants créés grâce au gouvernement GPA, en comparaison avec les enfants créés grâce au don de bien-être. Mais nous n'avons trouvé aucune différence une fois que les enfants avaient 10 ans. En plus, nous n'avons trouvé aucune différence entre les différents types de familles en ce qui concerne toutes les variables liées à la détresse psychologique ou aux compétences parentales. Il est important de ne pas oublier que dans l'ensemble, à l'âge de 7 ans, tous les enfants ont une bonne santé psychologique. Les scores augmentés de STQ des enfants. Au fond, il n'entend pas très bien. Okay. Je vais vous donner ce micro qui faut parler bien dedans, vous entendrez mieux. Okay. D'accord? Parce que là, c'est mieux comme ça, il faut bien parler dedans. Ok. Les scores augmentés de STQ des enfants créés grâce au recours à GPA peuvent être expliqués par quelques facteurs. La plupart des enfants créés grâce au recours à GPA ont été au courant de la méthode de leur conception en comparaison avec les enfants créés grâce au don de bien-être, dont moins de la moitié étaient au courant de la méthode de leur conception. Il est vers l'âge de 7 ans que les enfants montrent une compréhension de l'hérédité biologique. Et on trouve aussi dans la littérature psychologique que c'est à l'âge de 6 ans, 7 ans que les enfants adoptés commencent à comprendre l'importance de l'absence de lien génétique avec le parent. Et une étude qui a examiné des enfants adoptés à l'étranger a trouvé que les enfants montraient un taux élevé de problèmes et que ces problèmes ont disparu avant l'adolescence. Et on voit quelque chose de similaire ici. Les enfants créés grâce au recours à GPA ont montré des scores augmentés sur la STQ à l'âge de 7 ans, mais cette différence avait disparu avant l'âge de 10 ans. Nous avons demandé aussi aux familles si elles étaient restées en contact avec la gestatrice à long terme. Et quand les enfants avaient 10 ans, la plupart des familles étaient toujours en contact avec elles. Nous avons trouvé des variations dans la fréquence des contacts, et parmi ceux qui se sont restés en contact avec la gestatrice, la plupart des parents ont vécu une relation harmonieuse avec elle. Et la qualité de la relation n'a pas changé de façon significative pendant la durée des recherches. Je voudrais vous parler aussi de la révélation de la GPA à l'enfant. Ce graphique vous montre les décisions des parents dans notre étude à chaque étape de la recherche. Les chercheurs ont posé la question est-ce que vous allez expliquer à votre enfant la méthode de leur conception? Et vous pouvez voir qu'au début de l'étude, toutes les familles avaient dit qu'ils parleraient des circonstances de la conception avec leur enfant. À l'âge de 3 ans, beaucoup de familles avaient commencé à le faire. Et à l'âge de 7 ans, nous avons trouvé qu'une proportion plus grande des familles créées grâce au retour à GPA avaient expliqué la conception GPA aux enfants en comparaison avec les familles créées grâce au don d'ovocytes ou don du sperme. Et quand les enfants avaient 10 ans, nous avons trouvé que 58% des familles qui ont créé la famille grâce à la GPA traditionnelle avaient dit à l'enfant que l'ovocyte de la gestatrice avait été utilisé dans la conception. À l'âge de 7 et 10 ans, nous avons fait aussi des entretiens avec des enfants. À l'âge de 7 ans, nous avons trouvé que quelques enfants ont une compréhension de leur naissance grâce au recours à GPA, mais ils ont été plus capables d'en parler à l'âge de 10 ans. La plupart des enfants ont été indifférents aux circonstances de leur naissance. 14 enfants ont vu leur gestatrice pendant l'année précédente et la plupart ont été contents avec la fréquence du contact avec elle. À l'âge de 7 et 10 ans, la plupart des enfants nous ont dit qu'ils ont aimé la gestatrice et ils l'ont décrite comme gentille. Et vous pouvez voir sur l'écran quelques citations des enfants décrivant leur gestatrice. Nous sommes actuellement en train de faire la 6e étape de la recherche et les enfants ont 14 ans.
Quelquefois, l'adolescence peut être une période particulièrement difficile, et donc il est important de continuer à faire la recherche pour savoir ce qui pousse les GPA pendant qu'ils grandissent. Cependant, les résultats jusqu'à présent sont indiqués que le fonctionnement familial des familles créées grâce au recours à un GPA restreint et les enfants n'ont pas de troubles psychologiques, sociaux ou émotionnels. Je voudrais vous parler maintenant d'une deuxième étude longitudinale qui examinait la GPA du point de vue des gestatrices. Nous nous sommes intéressés à la santé psychologique des gestatrices et leur expérience à long terme. L'étude est une étude de suivi. 34 gestatrices avaient participé dans une étude entre 2000 et 2002 et toutes avaient donné naissance à une bébé pendant l'année précédente. De ces 34 gestatrices ont participé dans l'étude de suivi et nous avons recruté 14 gestatrices de plus. Donc il y avait au total de nouveau 34 femmes participantes dans l'étude. Au total, les 34 gestatrices avaient donné naissance à 102 enfants créés grâce au recours à GPA. Quelques gestatrices avaient fait les deux types de GPA. Et en 6 cas, les gestatrices étaient membres de la famille ou une amie des parents intentionnels, mais dans la plupart des cas, les gestatrices et les couples se sont rencontrés grâce à une agence bénévole. Les enfants avaient entre 0 et 18 ans, et donc vous pouvez voir que quelques arrangements se sont déroulés il y a longtemps. Nous avons fait des entretiens détaillés avec les gestatrices chez eux et ils ont rempli aussi des questionnaires évaluant la santé psychologique et le fonctionnement familial. En ce qui concerne la santé psychologique, la grande majorité des gestatrices ont montré une bonne santé psychologique. Pour l'estime de soi, elles ont eu des résultats moyens supérieurs à la moyenne et la plupart n'ont pas montré des symptômes de la dépression. Et la plupart des gestatrices ont eu des résultats moyens ou supérieurs à la moyenne pour la qualité du mariage et pour le fonctionnement familial. En ce qui concerne le contact avec les familles créées grâce au recours à GPA, nous avons trouvé que les gestatrices sont restées en contact avec plus de 3/4 des enfants des mères et des pères. De celles qui sont restées en contact, la plupart se sont rencontrées en personne. Et nous avons trouvé une grande variété de fréquences des contacts aussi. Quelques gestatrices ont préféré avoir le contact avec la famille toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et d'autres gestatrices ont préféré de voir la famille 1 ou 2 fois par an. Les gestatrices ont été contentes avec la fréquence des contacts dans la plupart des cas de GPA. Parmi celles qui ne sont pas restées en contact avec l'enfant, plus de la moitié ont été contentes de ce résultat. Et elles ont pris une décision mutuelle avec le couple de ne pas rester en contact avec l'enfant. Nous avons demandé aux gestatrices de décrire leur relation avec l'enfant. Les gestatrices n'ont pas vu l'enfant comme leur propre enfant et elles ne se sont pas considérées comme la mère de l'enfant. Toutes les gestatrices ont fait une distinction entre l'enfant créé grâce au recours à un GPA et leurs propres enfants. Dans les cas de la GPA, les gestatrices et les familles se sont restées en contact. Les gestatrices ont décrit une relation harmonieuse avec la plupart des familles et la plupart des enfants. Vous pouvez voir quelques citations sur l'écran. Et beaucoup de gestatrices nous ont dit qu'elles aiment voir l'enfant grandir et qu'elles aiment recevoir de nouvelles au sujet du développement de l'enfant. Par exemple, pour les anniversaires, ou recevoir une photographie du premier jour d'école, par exemple. Et quand nous avons posé des questions sur la relation avec les parents, nous avons encore trouvé que la plupart des relations ont été décrites comme harmonieuses. Nous nous sommes intéressés aussi à voir si les résultats ont différé selon le type de GPA. Par exemple, est-ce qu'il est plus probable que les gestatrices gestationnelles soient restées en contact avec l'enfant que les gestatrices traditionnelles ou vice-versa? Et nous avons trouvé qu'il n'y a aucune différence entre les arrangements GPA gestationnels et traditionnels en ce qui concerne le contact suivi entre les gestatrices et les familles, la fréquence des contacts avec l'enfant et la nature de la relation avec la famille.
famille. Ces résultats sont particulièrement intéressants parce qu'ils contestent la supposition que la GPA traditionnelle est fondamentalement plus problématique que la GPA gestationnelle. Au contraire, ces résultats suggèrent que les gestatrices sont capables de gérer leurs relations à long terme avec les familles de manière satisfaisante et souvent enrichissante. Nous avons demandé aussi aux gestatrices de décrire les aspects les plus difficiles et les plus enrichissants de l'expérience. Les gestatrices ont dit que l'aspect le plus difficile était les effets physiques de la grossesse et de l'accouchement, par exemple la fatigue ou le rétablissement après une césarienne. Les gestatrices ont parlé aussi des difficultés liées au traitement dérivé, par exemple les effets secondaires de la médication ou les sous-tumeurs. Elles ont parlé aussi des couches et des tentatives de grossesse qui n'ont pas de succès. Et cela suggère que les aspects physiques de la GPA soient peut-être plus difficiles que les aspects psychologiques pour les gestatrices. Et en ce qui concerne les aspects les plus enrichissants, la plupart des gestatrices ont pris plaisir à aider les couples à fonder une famille, à savoir qu'elles ont changé la vie de quelqu'un et elles ont pris plaisir à voir le couple et l'enfant passer du temps en famille. En conclusion, la recherche a trouvé que la plupart des gestatrices sont restées en contact avec la famille créée grâce au recours à un GPA à long terme, et la plupart des gestatrices et familles se sont rencontrées toujours en personne. La plupart des gestatrices qui étaient restées en contact avec la famille ont décrit des relations harmonieuses, et la plupart des gestatrices ont été satisfaites de la fréquence des contacts, peu importe qu'elles soient restées en contact ou non sur le long terme. Merci. Merci à Suzanne pour ce travail très approfondi. Avant de commencer, on va prendre quelques minutes pour des questions, mais avant, je voudrais moi en poser une, parce que je sais que tout le monde se la pose et donc je vais l'anticiper. Est-ce que vous avez des questions pour la Grande-Bretagne? Est-ce que les Français peuvent aller en Grande-Bretagne? Est-ce que la gestation pour autrui est accessible à qui? Est-ce que c'est accessible à d'autres pays? Est-ce que la Grande-Bretagne a fait de... Oui, la loi a changé il y a environ 20 ans et je ne sais pas le mot en français, mais il faut connaître domicilié en Angleterre pour recourir à GPA. Il y a des autres choses aussi, mais il faut... Ok, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? On ne pourra pas en prendre beaucoup plus parce qu'on va aussi avancer. Et s'il y a des questions autres, de toute façon, après la table ronde, vous pourrez poser à l'ensemble de l'intervention. Donc, oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de gestations pour autrui en Angleterre par an? Est-ce qu'il y a des données? Merci, c'est une question très intéressante et en fait il est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de chiffres statistiques officiels. Il y a environ 200 parental losses par an et j'ai entendu dire que beaucoup des couples qui vont à l'étranger pour faire la GPA quand ils vont en Angleterre, ils ne vont pas le faire et donc ils sont hors des statistiques. Donc c'est 200 personnes, c'est-à-dire 200 personnes qui ont recouru à une femme en Angleterre. 200 Anglais. Quand ça s'est passé uniquement en Angleterre, ce n'est pas les gens qui sont allés, c'est ça? Oui, oui. Ce que j'avais. D'accord.
Merci. Et une dernière question à l'enfant. Si c'est possible d'applaudir en parlant fort. Oui, je voudrais savoir si on a quelques données statistiques sur le statut social des gestatrices. Sur les données sur l'origine sociale des gestatrices. Il n'y a pas beaucoup de recherches, mais dans l'étude dont j'ai parlé, il y a une grande variation, mais la plupart sont des femmes qui ont des autres emplois aussi. Je ne sais pas si il y avait des gestatrices qui travaillent comme des profs, comme des gestatrices qui travaillent dans les magasins, dans les... C'est pas En fait, la question qui est derrière, parce qu'en France, on en voit souvent comme une contradiction, et c'est pour ça que c'est interdit en France, on nous dit, si on l'autorise en France, il n'y aura que des femmes pauvres, et au chômage, et en difficulté. Voilà. Est-ce que c'est vrai ça, chez vous? Non, c'est concret. En Angleterre, j'ai des gestatrices qui ont participé dans la recherche. Elles ne sont pas pauvres, elles ont des familles, stables, elles ont des emplois et c'est pas une question d'être au chômage. D'accord. Voilà. C'est une on vous remercie beaucoup. On vous demande de rester par là parce qu'après peut-être plus tard il y aura des questions. Ah oui, je sais que vous vouliez lancer un appel pour votre étude en cours. On a été contacté par l'équipe de Suzanne de Longois l'année dernière pour une étude ANP qui se passe en Angleterre, en France et en Hollande. Voilà. Et donc il y avait eu une demande auprès des adhérents. Je sais que l'équipe continue, vous cherchez encore à trouver des personnes, donc je vais vous passer. L'étude que vous avez, c'est pas une étude faite par le professeur Colombo, mais c'est une étude qui est faite pour le psychology department à l'université de Cambridge. Ils sont en train de faire la recherche avec les familles qui ont créé leur famille grâce au retour à GTA. Ils cherchent, je crois, les familles avec les bébés très petits, environ 3-4 mois, je crois. Oui, mais ils sont en train de chercher les familles. Alors justement, donc s'il y en a, je sais qu'il y en a, et vous vous adressez, passez par nous en disant que vous êtes volontaire et nous on fera suivre à l'université le chercheur. C'est vrai que c'est important de participer à ce genre d'enquête. Voilà. Merci. Je vois que le prochain intervenant est arrivé. Robert, you can come here. Vous pouvez venir pour la prochaine présentation sur la loi californienne. Donc, nous avons demandé à M. Robert Ferrazzo, qui est avocat, de présenter à la fois la jurisprudence et la loi de Californie et ses évolutions récentes, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont aux États-Unis et donc les aspects juridiques sont très importants puisque c'est des questions qui nous sont très souvent posées. Robert, you will have the floor. You have 20 minutes. Including the translation. So welcome. Thank you very much for having me again. And you can speak with this one, which is much better than the other one.
I think we have your presentation. You can use this one, Robert. You can use those one. And then the translator should be maybe you can do that. Désolé. Voilà. Robert, you can speak in this micro. And anyway, she needs to be listened much more. She will take the other one. Okay? Thank you. Well, again, thank you for having me one more time. I apologize for not speaking French because I'm also learning Italian and Spanish, and I will totally embarrass myself. Okay. On s'excuse de ça pour pouvoir parler en français parce qu'il y a que moi, il y a l'italien et l'espagnol, donc il risque d'être totalement compliqué. So, I was asked to present something on what's occurred in California since the late 60s. What's interesting about the law is generally the last thing that you're interested in is what causes the law to change. Donc il va expliquer toutes les règles de législation concernant tout ça, c'est le plus important. So to start off with the case that's up in front, the Sorensen case, the reason why we were involved in this case was because the gentleman who was prosecuted decided that he didn't want to pay child support. So in this particular case, there was a divorce. The parents had agreed to not pay child support. Unfortunately, the wife became ill. She applied to the state for child support. The state was looking for a father to get back the support that it had been paying, and ended up with Mr. Sorensen himself. Parlementaire, il y a eu un projet de divorce de couple. Alors, on est en train de parler d'un cas où il y a eu un divorce en 91, un divorce suite à une adoption. Et donc, ce divorce-là, les parents, le père n'a pas voulu prendre en charge son enfant. Donc, non mais c'est marqué là. Oui, voilà. Voilà. Je pense qu'il faut aller vite là, parce que sinon il n'y a rien là. So despite the fact that this gentleman was a sperm donor, he did make an argument that he was not the father. That argument ultimately failed him because the court concluded in this very first case where this had ever been litigated that the gentleman who consents to the production of a child cannot contract his way out of a child support obligation. And so they found that he was guilty of breaking the law and made him pay all of the back child support to the state. The next case that came about was almost 10 years later, 1986, and this is the Jordan versus Mary Kay case that's up above behind me. In this particular instance, we had a couple that sought a donor from a friend, and the friend engaged with them, had a contract. Everybody agreed that he was just a donor. But as what happens when you partake of assisted reproduction without getting a doctor involved, again, this ended in litigation. They ended up doing the sperm donation in their home. And having talked to judges about these things, the judges don't know if you're doing an IUI, an intrauterine injection, or having a baby the old-fashioned way,
because the law specifically required a doctor be involved, the gentleman was found to not be a donor, was found to be the father, and as we saw in the last case, was required to pay child support. Et donc, donc la Cour inverse le jugement pris précédemment sur l'attribution à une mère porteuse traditionnelle au donneur de sperme et à son ex-femme, la garde conjointe, annule le contrat de GPA de gestation pour autrui traditionnel. Donc, en revenant... Mais vous pouvez aussi commenter. Oui, donc voilà, on donne les origines de pourquoi cette législation a été mise en place et pourquoi donc des mesures ont été prises, des mesures légales ont été prises pour encadrer toutes ces procédures qui apparemment ont été faites chez les particuliers et donc des grandes prises de risque ont été faites et tout cela, des règles précises qu'on va voir plus tard avec notamment si vous avez vraiment des questions particulières. L'adoption de... Okay, in the adoption of Matthew, which was a 1991 case, this was in fact the first surrogacy case that California ever litigated. We had a married couple. They did have an order of parentage, but however, because the wife was not a biological contributor, that required a second parent adoption. And again, with a do-it-yourself arrangement without an agency, the relationship between the parties went bad. The surrogate changed her mind, and it ended up in court. Alors oui, dans le cas où la mère porteuse change d'avis à la fin, il y a toujours la gestatrice change d'avis de l'opération, donc il y a toujours problème et c'est là que bien sûr les avocats interviennent. So, because the court was looking at this from the perspective of adoption, never having done surrogacy before, they looked at the best interest of the child, and they decided very simply that the best interest of the child lie with the father, who was the biological contributor, and his wife, who was providing to the child all of the support, obligations, and love that a natural mother would do anyways. So they decided that the surrogate did not have a right to intercede in the family, and found that the surrogacy was valid and gave an order of parentage to both parents. Now, je vais juste faire une petite incise. Donc en fait, ce qui est important à retenir là, c'est que la Cour a donné aux parents d'intention, en fait, le droit d'être les parents. Voilà. C'est à ce moment-là que ça a basculé. The next case, the Johnson versus Calvert, was an interesting case because in this particular instance, the intended mother, the prospective mother, did not have a uterus. She had ovaries that worked, and in fact, the embryos that were transferred to their surrogate came from the married couple. The transfer ended up with a pregnancy, and again, as we've seen in all of these cases, there was a disintegration in the relationship between the surrogate and the couple. When the surrogate gave birth, she decided that she was going to be the parent, made a claim in court, and the court now was faced with a complete surrogacy to decide who in fact were the parents, the birth mother or the people who intended to bring that child into the world. Donc dans cette affaire, la mère intentionnelle n'avait pas d'utérus, donc elle avait affaire à une mère porteuse, une gestatrice qui était en couple, et à la fin,
le couple avait développé une relation un peu